On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les vecteurs. On va donc introduire cet outil mathématique. Bien sûr, dans d'autres vidéos, on prolongera sur ce thème-là. Mais là, aujourd'hui, on va introduire un petit peu cette notion, voir ce qu'elle signifie, et déjà commencer à extraire quelques propriétés basiques qui vont découler de cet objet-là. Donc en vérité, alors là je vous écris une définition du vecteur, mais je vais essayer d'aller plus rapidement ici en vous disant que un vecteur, c'est tout simplement la modélisation d'un déplacement. Un déplacement d'un point A vers un point B. Comment on modélise un déplacement? Un déplacement, il se fait sur une certaine longueur. Donc là, si on prend ce déplacement du point A vers le point B, donc on voit que c'est un déplacement linéaire, c'est-à-dire que c'est pas un déplacement courbé, d'accord? Ce déplacement, il a une certaine longueur, mais pas que une certaine longueur, il a aussi une certaine direction. Par direction, j'entends inclinaison. Donc là, bon, on voit que c'est, si on traçait par exemple un repère, et l'orientation de ce déplacement serait parallèle à l'axe des abscisses par exemple. Et c'est pas tout, parce qu'un déplacement, là si je m'arrête juste aux deux critères que j'ai énoncés, on n'aurait pas encore suffisamment d'informations pour caractériser le déplacement de A vers B, parce que là je dis A vers B, en fait, quand je dis A vers B, déjà peut-être ça vous donne un petit peu une idée de ce qui manque. Alors A vers B, oui effectivement c'est d'une part la direction, mais dans A vers B il y a aussi autre chose, il y a aussi le sens qui est indiqué par la flèche. La petite flèche ici au bout de cet objet qui correspond à un vecteur. Et cette petite flèche, elle est là pour donner un sens à ce déplacement. Parce que j'aurais très bien pu me déplacer de là vers là. S'il n'y avait pas la petite flèche ici, on n'aurait aucune information quant à savoir si on se déplace de A vers B ou de B vers A. Mais avec la petite flèche, maintenant on le sait. Donc cette petite flèche, elle vient indiquer un sens de déplacement. Et donc, on voit que pour décrire un déplacement, il nous faut modéliser cette chose-là, c'est-à-dire un objet mathématique caractérisé par une longueur, qu'on va appeler une norme ici, une direction, donc une certaine inclinaison, et un sens. Et cet objet-là, c'est un vecteur. Donc un vecteur, c'est un déplacement, c'est la modélisation d'un déplacement. Après, on va voir qu'il y a aussi d'autres façons de caractériser le vecteur, mais là, pour l'instant, c'est vraiment ça l'idée. Un vecteur, c'est un déplacement. On parle aussi de translation. Donc translation, c'est, si vous voulez, pour faire simple, le déplacement en partant d'un point et en arrivant vers un autre point, c'est ce qu'on appelle une translation. Donc là, linéairement, bien sûr, parce que c'est un déplacement droit. Avec un vecteur, on ne parle que de déplacement droit, d'accord? Il n'y a pas de déplacement courbé comme ça, ou c'est que un déplacement droit. Et donc quand je dirais vecteur, il faudra entendre déplacement. Mais on verra qu'il y a plusieurs façons de modéliser un vecteur. On n'aura pas forcément besoin de passer par des éléments géométriques. Alors, du coup, il va falloir un petit peu préciser la façon dont on va définir cet objet mathématique. On sait qu'il est défini par une direction, un sens et une norme. Et donc, contrairement à un point qui, lui, est décrit par une position, un vecteur n'est pas défini par une position. Tout simplement parce qu'un vecteur contient une infinité de points ayant chacun une direction ou une position différente. Sauf pour le vecteur nul qu'on traitera un petit peu plus tard dans le cours.
Mais du coup, on ne peut pas parler de position pour un vecteur, ça n'a pas de sens. Puisque une position, d'accord, c'est défini, donc si on prend un repère par exemple, c'est défini par un certain repérage suivant un abscisse et une ordonnée par exemple. Mais un vecteur est défini par plusieurs points avec des positions différentes. Donc on ne peut pas parler de position d'un vecteur. Et de toute façon, ça ne nous intéresse pas vraiment de parler de position. Ce qui nous intéresse, c'est pas tant de savoir où se trouverait le vecteur dans un repère, mais ce qui nous intéresse, c'est surtout de savoir quelle est la forme du déplacement. Est-ce que c'est un déplacement qui va de là vers là, ou de là vers là, ou de là vers là? Est-ce que ce déplacement, il va dans ce sens ou dans ce sens? C'est la seule chose qu'on cherche à caractériser, c'est la direction, le sens et la norme du déplacement. C'est la seule chose qu'on veut caractériser. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça implique de dire cela? Ça implique de dire que si je prends ces deux vecteurs-là, ils ont la même longueur, le même sens et la même direction. On parle donc du même vecteur. On parle du même déplacement, si vous voulez. Et donc, on parlera ici d'un vecteur et de son représentant. On peut aussi caractériser ce vecteur-là et son représentant. Donc, les représentants d'un vecteur, ce sont les vecteurs qui ont la même direction, le même sens et la même norme. On parle d'un même déplacement, donc on parle d'un même vecteur. Que ce vecteur soit là ou là, qu'on appelle le point ici A ou A', ça ne va pas changer quelque chose quant au fait qu'on est en train de parler du même déplacement et donc du même vecteur. Mais comme ce point-là est différent de ce point-là et que ce point-là est différent de ce point-là, on appelle ces deux points différemment, mais le vecteur qu'il y a entre eux est le même. Et on parle donc d'un même vecteur puisqu'on parle d'un même déplacement. Donc ça, c'est quelque chose de très important à prendre en compte, mais en même temps, ça va nous ouvrir des portes sur des propriétés que l'on va pouvoir déduire de cet objet-là qui est le vecteur. Puisque finalement, un vecteur, si, entre guillemets, je le déplace n'importe où, tant que je ne change pas sa direction, son sens et sa norme, je serai toujours avec le même vecteur. Et ça veut dire que c'est un objet qui est très, je dirais, très flexible, entre guillemets, parce qu'on peut vraiment jouer avec un vecteur. Et ce qui est très intéressant, c'est que le vecteur, son intérêt principal, c'est de décrire des déplacements. Ça, c'est très utile en physique, par exemple. Pour aller un peu plus loin, on peut extraire quelques propriétés premières avec les vecteurs. Si par exemple je prends un vecteur ici AB et un vecteur ici CD, on voit que c'est le même vecteur, puisque même direction, même sens, même norme. Mais ça signifie finalement que ces deux vecteurs sont entre guillemets parallèles. On ne parlera pas de parallélisme pour les vecteurs, mais plutôt de collinéarité, mais ça on y reviendra plus tard dans le cours. Mais là je ne vais pas rentrer dans ces détails pour l'instant. On a ici des segments parallèles, d'accord? Si on oublie le fait que ce soit un vecteur et qu'on se concentre uniquement sur la longueur, on a des segments parallèles et de même longueur. Donc en fait, on peut construire nécessairement à partir de ces deux vecteurs un parallélogramme. Donc ça, c'est quelque chose qui va pouvoir se faire avec des vecteurs qui sont égaux. Donc entre un vecteur et son représentant, on peut évidemment modéliser un parallélogramme. Le parallélogramme ABDC ici. Mais évidemment, il y a des subtilités qui vont apparaître, puisque comme maintenant, on va prendre en compte le sens, eh bien, il va falloir trouver un moyen d'exprimer le fait que des vecteurs aient un sens opposé. Là, j'ai pris un cas simple où on a deux vecteurs qui ont la même direction, la même norme, mais pas le même sens. Donc ici, c'était soit dans ce sens-là, soit dans ce sens-là. Et donc là, comment on va faire pour exprimer ça? En fait, on a une égalité ici qui va apparaître. C'est que si je prends le vecteur AB, ça correspond à l'opposé du vecteur CD. Et qu'est-ce que ça signifie l'opposé du vecteur CD? Le moins ici, on l'utilise ici comme une indication pour parler d'un sens opposé. Donc si je prends le vecteur CD,
bah, le sens opposé, c'est ça. C'est le déplacement qui se fait dans ce sens-là. Mais si je me déplace dans ce sens-là, avec cette norme-là et cette direction-là, je suis en train, du coup, de considérer cette fois-ci la même chose que AB, qui va dans ce sens-là, avec cette direction-là et cette longueur-là. Et donc, en fait, on voit que l'opposé de CD, c'est-à-dire le vecteur CD, mais avec un sens opposé, ça revient finalement à considérer AB, puisque ça revient à considérer le même déplacement que celui modélisé par le vecteur AB. Et donc, voilà un petit peu comment interpréter les signes opposés, c'est pour indiquer un sens opposé, mais un sens opposé par rapport à un sens de référence. Ici, le sens de référence, c'est AB. Le sens de CD, il est ici, et donc le sens opposé de CD, il est de ce côté-là. On a bien évidemment le vecteur nul, c'est-à-dire un déplacement nul, mais on a quand même une notation pour parler du vecteur nul, c'est un 0 auquel on met une flèche. D'ailleurs, j'ai oublié de vous le préciser, mais un vecteur, on le modélise avec sa longueur, donc la longueur qui part du point de départ au point d'arrivée, point de départ, point d'arrivée, et avec une petite flèche en haut, parce que si on ne met pas la flèche, on aura juste la longueur AB. Mais la flèche, elle est là pour indiquer qu'on parle d'un vecteur qui va de A à B. On a aussi, avec les vecteurs, un moyen qui va nous permettre de déterminer, par exemple, le milieu d'une longueur. Si je prends le vecteur AB et que je prends le vecteur BC, donc le point final de AB et le point de départ de BC. Comme ici, j'ai la même longueur qu'ici, ça veut dire que ce point correspond au milieu de cette longueur totale. Et donc si j'ai un vecteur AB qui est égal à un vecteur BC, avec le point final de ce vecteur qui apparaît comme le point de départ de celui-ci, et bien ce point-là en question, ce sera le milieu d'une longueur qui va de A à C. Ça, c'est des noms arbitraires qu'on donne, mais comme on utilise souvent ces lettres-là, c'est celle-ci que je reprends, mais j'aurais très bien pu appeler mon vecteur U, c'est ce qu'on va faire d'ailleurs dans la suite du cours. J'aurais très bien appelé ce vecteur, je sais pas moi, H. Bon, ça, il n'y a pas de règle spécifique là-dessus. Alors, maintenant au niveau calculatoire, est-ce qu'on peut faire des calculs avec des vecteurs? En vérité, oui. Alors là, on va plus avoir une approche géométrique de ce côté calculatoire, mais dans d'autres cours, on s'intéressera un peu plus à des aspects beaucoup plus algébriques du calcul de vecteurs. Une première question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on peut additionner des vecteurs? Si oui, alors qu'est-ce que ça signifie que d'additionner des vecteurs? Alors, oui, on peut additionner des vecteurs. Et on rappelle qu'un vecteur, c'est la modélisation d'un déplacement. Et donc si j'additionne des vecteurs, ce que je fais, c'est que, entre guillemets, j'additionne des déplacements. C'est-à-dire que je vais considérer un déplacement, puis un autre, puis encore un autre, puis encore un autre, jusqu'à arriver à un point final. Donc là, par exemple, si je prends le vecteur AB, puis que je prends le vecteur CD. Bon, l'avantage avec les vecteurs, on a dit, c'est que si on bouge le vecteur, mais qu'on ne change pas sa direction, son sens et sa norme, on sera toujours avec le même vecteur. Donc je peux coller le vecteur ici. Là, je vais avoir le point C qui va être confondu avec le point B. Je vais juste mettre le point B en évidence pour simplifier le schéma. Et donc là, vous voyez que je me déplace de A vers B, puis de B vers D. Mais finalement, ce déplacement total qui m'amène du point A au point D, je peux aussi le faire d'une autre façon. Je peux aussi directement partir de A vers D. Et donc finalement, on a deux types de déplacements qui sont équivalents. Équivalents dans la mesure où, à partir d'un même point de départ, ces déplacements nous amènent à un même point d'arrivée. Première façon, aller directement de A vers D. Deuxième façon, aller de A vers B, puis de B vers D. Et donc finalement, ce que je peux faire,
c'est ce que je mets ici, c'est que AB, le vecteur AB plus le vecteur BD décrivent un déplacement qui est finalement équivalent au déplacement qui m'amène de A vers D, puisque ces deux déplacements nous font partir d'un même point de départ vers un même point d'arrivée. Alors là ici bien sûr c'était CD, bien sûr il n'y a pas de problème à dire que je pars de AB puis que je pars de CD et que donc faisant tous ces déplacements là je me retrouve avec AD, d'accord, parce que comme on a dit CD on peut le coller ici. Donc effectivement j'ai bien AB plus CD qui est la même chose que AD. Mais si, imaginons, je n'avais pas introduit ce point C et que j'étais directement parti de cette situation, j'aurais carrément pu dire, ah bah là j'ai un vecteur AB, et puis là j'ai un vecteur BD, et donc AB plus BD égale AD. Et si je considère les choses ainsi, en oubliant le point C et en construisant un vecteur BD, que je mets bien en exergue ici, là je me retrouverai avec une forme particulière d'addition qu'on appelle la relation de Schall, parce que dans cette relation-là, on a un vecteur de départ avec un certain point d'arrivée qui apparaît comme le point de départ d'un nouveau vecteur pour nous faire arriver à un point final qui est le point D. Et donc quand on a un même point ici, donc là c'est le point B, et bien là on va se retrouver avec ce qu'on appelle la relation de Schall. La relation de Schall qui est là pour mettre en exergue le fait que un vecteur, je peux le décomposer en une série de déplacements qui m'amène finalement à faire le même déplacement général que ce vecteur de départ. Et donc quand on a un même point ici, on parlera de relation de Schall. Bien sûr, on peut aussi soustraire des vecteurs. Mais soustraire des vecteurs, ça revient à additionner des opposés de vecteurs. Par exemple, je rappelle, si je dis A moins B, au niveau algébrique, A moins B, c'est pareil que A plus moins B. Donc, forcément, c'est pour ça que je parle d'additionner des opposés. Donc, moins B, c'est l'opposé de B. Je suis en train d'additionner A par l'opposé de B. C'est exactement ce qu'on fait quand on veut soustraire des vecteurs. En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on ajoute un vecteur à l'opposé d'un autre vecteur. On peut aussi mettre en avant une certaine propriété qu'on avait déjà un peu commencé à travailler un peu avant, mais qu'on va plus préciser ici. Si je prends par exemple un vecteur AB, eh bien c'est pareil que l'opposé du vecteur BA, ce qui est tout à fait logique. Si on oublie le signe moins ici, BA c'est le déplacement de B vers A. Et donc l'opposé de ce déplacement, c'est le déplacement de A vers B. De A vers B. Donc on voit bien que c'est pareil. C'est ce que je mets en exergue ici. Je me déplace de A à B. Donc ça c'est un vecteur. On a un autre vecteur qui est quasiment pareil, mais c'est pas le même parce que c'est dans l'autre sens. Donc c'est le vecteur BA, le déplacement de B vers A. Mais l'opposé du déplacement de B vers A, c'est le déplacement de A vers B. C'est exactement ce vecteur-là. D'où cette égalité. On peut aussi multiplier un vecteur, mais un vecteur, là ici je parle de multiplier un vecteur par un nombre. Là pour l'instant je ne parle pas de multiplier un vecteur par un vecteur, ça c'est encore autre chose. On verra ça plus tard. Je peux multiplier un vecteur par un nombre, puisque ça revient finalement à additionner un même vecteur. C'est le sens de la multiplication. Et donc là par exemple si je prends un vecteur U, je le multiplie k fois, on voit qu'il va être plus grand. Si k est positif, ici je vais avoir du coup un vecteur, j'aurai le même vecteur qui sera répété dans le même sens. Par contre, si le coefficient multiplicateur k est négatif, ça voudrait dire que en fait, je vais répéter k fois ce vecteur-là, mais dans l'autre sens. Par exemple, si je prends k est égal à moins 5 fois le vecteur u, c'est pareil que de dire 5 fois moins le vecteur u, c'est-à-dire moins u, moins u, moins u, moins u, 5 fois. Donc
Donc ça, c'est aussi important à prendre en compte le signe de K, parce que ça va avoir un impact évidemment sur tout simplement le sens du vecteur. On a déjà vu un cas particulier où K était égal à -1, comme ici par exemple, mais là on considère les choses de façon plus générale. Par contre, on peut pas diviser un nombre par un vecteur. Là, je vais donner peut-être quelques idées par rapport à ça, pour expliquer pourquoi ça n'a pas de sens. Mais éventuellement, dans d'autres chapitres sur les vecteurs, on pourra préciser aussi plusieurs choses là-dessus. Dire qu'un nombre, enfin, se poser la question de est-ce qu'un vecteur divise un nombre, ça revient à se demander est-ce que ce nombre est un multiple de ce vecteur-là. Auquel cas, si c'était un multiple de ce vecteur, on pourrait simplifier, avoir un nombre ici entier. Ici, là, c'est un nombre entier. Dans ce cas de figure qu'on suppose possible. Et en fait, c'est tout simplement impossible, tout simplement parce que on ne peut pas dire qu'un nombre est le multiple d'un vecteur, puisqu'un nombre, ce n'est pas un vecteur. Ce sont deux objets mathématiques différents. Et donc à partir de là, on ne peut pas avoir ce cas de figure-là, donc on ne peut pas avoir de vecteur qui divise un nombre, ça n'a pas de sens, puisque ce sont deux objets différents. Donc quand je dis que ce sont deux objets différents, ça veut dire qu'on ne peut en aucun cas avoir un nombre qui corresponde au multiple d'un vecteur. Un vecteur, c'est un déplacement, un nombre, c'est un nombre. Alors par contre, le K ici, hein, il appartient au réel. Là, quand je dis que K appartient aux entiers, c'est dans cet exemple-là où on aurait un nombre entier, parce que par définition, si un nombre est divisible par un autre, le résultat doit être un entier. Ça, c'est que dans ce contexte-là. Mais on a vu que ici, ceci n'avait pas de sens. Par contre, ici, K, c'est un réel, ça pourrait être 0,5, 3, -10, peu importe. Donc voilà, un vecteur n'est pas un nombre. Bien sûr, on n'est pas en train de parler d'espace vectoriel, hein, on n'est pas du tout dans ça. Alors sur les notions de un peu plus géométriques, encore, eh bien, on va nommer un petit peu les vecteurs qui ont certaines propriétés communes, notamment le fait d'aller dans la même direction. Et on parlera de collinéarité. On dira que deux vecteurs sont collinéaires s'ils ont la même direction. Pas forcément le même sens. Le fait qu'ils aient des sens différents ne va pas avoir d'impact sur le fait qu'ils aient la même orientation. Et on a une relation mathématique qui va nous permettre aussi d'exprimer un peu plus de façon calculatoire le fait que deux vecteurs soient collinéaires, c'est-à-dire qu'ils aillent dans la même direction. C'est tout simplement le fait qu'un vecteur soit un multiple d'un autre, ce qui est tout à fait logique. J'ai ce vecteur-là qui va dans la même direction que celui-ci. Donc, je peux avoir le cas particulier où c'est exactement le même vecteur. Dans ces cas-là, on aurait 1 fois U qui serait égal à V. Mais là, on voit que V est plus grand, donc le K va forcément être plus grand que 1. Par exemple, là, on voit que V correspond à 2 fois U. V correspond à 2 fois U. Et pourquoi on peut dire ça? Pourquoi on peut dire que V correspond à 2 fois U? Parce que si j'additionne U plus U, on a dit que on pouvait additionner des vecteurs. Et d'ailleurs, je précise par rapport à cela que quand on additionne des vecteurs, on crée des vecteurs plus grands. En l'occurrence, là, si j'additionne ces deux vecteurs, ça m'amène à construire un vecteur plus grand. C'est comme tout à l'heure quand on avait dit AB plus BD est égal à AD. On voit que AD il est plus grand que AB et il est plus grand que CD. Bon voilà, pareil, j'additionne deux vecteurs, je reconstruis un vecteur plus grand, c'est-à-dire un déplacement beaucoup plus grand que ces deux petits déplacements-là. Et donc là, j'ai V qui est égal à 2 fois U. Mais si V n'allait pas dans la même direction que U, on pourrait pas vraiment dire ça en fait. Pourquoi? Parce que U, il est caractérisé, entre autres, par une direction. Donc, si je prenais
un vecteur qui avait la même longueur que U, le même sens que U, mais pas la même direction, on ne serait plus avec le vecteur U. On serait avec un autre vecteur. Il ne suffit pas que deux vecteurs aient la même longueur, la même norme, donc, et le même sens, pour dire que ce sont des vecteurs équivalents. Il faut aussi que leurs directions soient équivalentes. Et là, comme on voit que V il correspond à la somme de deux vecteurs qui ont la même direction que U, entre autres, et le même sens et la même norme, on peut effectivement dire que par conséquent, V, le vecteur V est forcément parallèle à U. Puisque s'il correspond à 2 fois le vecteur U, c'est que forcément il va dans la même direction que ces deux vecteurs-là, qui caractérisent le vecteur U. Et donc que forcément, s'ils ont la même direction, si V a la même direction que les vecteurs U, c'est que V a la même direction que le vecteur U, et que donc V et U sont collinéaires. Et donc c'est pour ça que cette propriété-là, cette égalité, elle a du sens uniquement si les deux vecteurs sont collinéaires, et c'est justement ça qu'on met en exergue par cette égalité. Si deux vecteurs sont proportionnels, ça veut forcément dire qu'ils ont des propriétés communes vectoriellement parlant, c'est-à-dire qu'ils ont la même direction, le même sens, pas forcément la même norme, mais au moins le fait que l'un des vecteurs corresponde à un certain nombre de fois la norme d'un vecteur de départ. C'est pour ça qu'on doit aussi préciser le coefficient k. Si k est égal à 2, par exemple, ça veut dire que V, ça correspond à 2 fois U. Ça voudrait dire que V a la même direction que U, le même sens que U, et 2 fois la norme de U. Et nous, on a dit que cette relation, ce qui nous intéresse surtout, et ce qu'elle décrit surtout, c'est le fait que V et U ont la même direction, car c'est surtout ça qui nous intéresse. Après, le fait que V n'ait pas la même norme que U, c'est pas grave. Tant que V correspond à un certain nombre de fois U, c'est-à-dire que V correspond à un certain nombre de fois le déplacement de U dans cette direction et dans ce sens-là. Voilà, c'est ça qu'il faut comprendre. Alors bien sûr, si le coefficient ici de proportionnalité est négatif, ça veut dire que V et U ont encore une fois la même direction, mais c'est juste que leur sens est opposé. Et donc on aurait V qui serait égal à moins U moins U. On peut aussi compléter cette analyse en introduisant un repère qui va nous permettre de mieux pouvoir décrire les déplacements en pouvant notamment déterminer des coordonnées de vecteurs pour pouvoir extraire des données plus numériques qui nous permettent de décrire notamment la longueur, plutôt la norme d'un vecteur, son orientation et son sens. Donc on va prendre un repère orthonormé. Orthonormé, ça veut dire que les deux axes, enfin l'ensemble des axes, parce qu'on pourrait très bien introduire un troisième axe, mais que les axes ont, enfin une unité dans un axe correspond exactement à une unité dans l'autre axe. C'est-à-dire que l'unité ici, la valeur de l'unité dans cet axe est la même que la valeur de l'unité dans cet axe. Donc ici, si je me déplace de 2 unités, j'aurais parcouru une longueur équivalente dans cet axe-là, si je parcours 2 unités dans cet axe-là. Si ce n'est pas le cas, ce qui existe, c'est totalement possible, si on a l'unité, la valeur de l'unité d'un axe qui n'est pas la même que la valeur de l'unité d'un autre axe, on sera cette fois-ci avec ce qu'on appelle un repère orthogonal. Ici, on prend un repère orthonormé, donc. Ce repère orthonormé, on va le compléter avec ce qu'on appelle des vecteurs unitaires. Donc, les vecteurs unitaires, ce sont des vecteurs dont la norme vaut une unité. Ils sont surtout là pour donner une direction. C'est-à-dire que maintenant, avec ces vecteurs-là, on va pouvoir caractériser la direction d'un vecteur suivant une base, d'accord, qui va être les vecteurs unitaires des axes. Ces vecteurs unitaires des axes, ils vont servir d'étalon, de support pour pouvoir déterminer
si un vecteur va dans un sens ou dans le sens contraire. Parce que par exemple, si j'ai un vecteur qui va dans ce sens-là, il va dans le sens contraire à celui indiqué par cet axe, au travers du vecteur i, le vecteur unitaire i ici. Et donc on dira qu'on aura... alors comment du coup on va pouvoir modéliser ça? Ça c'est ce qu'on va voir justement maintenant. Alors tout d'abord, un vecteur au sein d'un repère, il va être décrit au travers de coordonnées. À quoi ça correspond les coordonnées d'un vecteur? Eh bien, par exemple, si on prend le vecteur AB, voilà comment on caractérise ces coordonnées. On les caractérise en considérant le point A, qui est le point de départ du vecteur, et son point extrême. On va considérer les abscisses et les ordonnées de ces deux points-là, et on va faire la différence de ces coordonnées-là. Pourquoi on fait la différence? Parce que je rappelle qu'une soustraction, ça indique un écart. L'écart entre xb et xa, ça va nous permettre de caractériser l'ensemble de la longueur que l'on doit parcourir sur l'axe pour pouvoir retrouver le vecteur AB. Effectivement, si je me déplace ici de, je sais pas moi, une unité et de 2 unités, eh bien, on aura vu que pour construire ce vecteur, on doit parcourir 2 unités, une unité suivant l'axe des abscisses et 2 unités suivant l'axe des ordonnées, par exemple. Donc ça, c'est pour caractériser la longueur du vecteur, surtout. Quant au sens, il va être décrit par le signe qu'on va spécifier plus tard. Et l'orientation, l'orientation, on la retrouve justement en déterminant la quantité de déplacement que je dois faire suivant le vecteur i et suivant le vecteur j. On voit que ici, le vecteur i, comme c'est un vecteur, je peux le translater, je peux le déplacer sans changer sa direction, son sens et sa norme. Et on voit que ici, on aura une fois le vecteur i et 2 fois le vecteur unitaire j. Et en faisant la somme i plus 2j, on retrouve bien le vecteur AB. Et donc on voit que ces vecteurs unitaires, ils vont nous permettre notamment de déterminer l'orientation du vecteur, puisque si j'avais 3j par exemple, on verrait que le vecteur il serait beaucoup plus incliné vers le haut. D'accord? Donc, quand on va avoir un vecteur dans un repère, on va s'intéresser à ses coordonnées suivant l'axe des x, suivant l'axe des y. Et on va s'intéresser aussi à ce qu'on appelle les composantes du vecteur AB. Les composantes du vecteur AB, il ne faut pas les confondre avec les coordonnées. Les coordonnées, on les a définies comme ça. On parle de composantes d'un vecteur pour parler de l'ensemble des vecteurs qui, quand on fait leur somme, nous font retrouver le vecteur considéré. Donc par exemple, les composantes du vecteur AB, ce sont l'ensemble des vecteurs qui, quand on fait leur somme, nous redonnent le vecteur AB. Nous, ce qui va surtout nous intéresser, ce sont les composantes du vecteur AB suivant l'axe des abscisses et suivant l'axe des ordonnées. Donc par exemple, ici, si je prends l'axe des abscisses, on voit que le vecteur i, quand je le multiplie xb moins xa fois, eh bien ça me permet de retrouver déjà un vecteur ici. Et quand ensuite je prends le vecteur j et que je le multiplie yb moins ya fois, je retrouve un autre vecteur. Et quand on fait la somme de ces deux vecteurs, on retrouve bien le vecteur AB. Et donc ce vecteur-là et ce vecteur-là apparaissent comme des composantes de ce vecteur-là suivant l'axe des abscisses et suivant l'axe des ordonnées. C'est ce que je modélise ici. Alors, tout à l'heure, par exemple, dans l'exemple qu'on avait vu, xb moins xa, ça correspondait à une unité. Et là, ici, yb moins ya, ça nous faisait parcourir 2 unités. xb moins xa, ce serait ici égal à 1, et yb moins ya, ici, ce serait égal à 2. Et donc là, forcément, avec ces composantes-là, on peut
en faisant leur somme, retrouver un vecteur considéré ou quelconque au sein du repère. Et donc, on voit que pour caractériser un vecteur dans un repère, on va pouvoir commencer par s'intéresser à ses coordonnées. Et avec ces coordonnées, on peut carrément déterminer le nombre de fois que l'on doit répéter le vecteur unitaire dans un axe et dans un autre, tel que l'on retrouve les composantes d'un vecteur et que quand on additionne ces composantes, ça nous fasse bien retrouver le vecteur du repère. Donc les coordonnées d'un vecteur et ses composantes, donc ça c'est le vecteur xb moins xa fois i, donc ça c'est le vecteur avec le vecteur unitaire et le coefficient k qui correspond à xb moins xa, et le vecteur ici présent avec sa norme. En faisant la somme de ses composantes, on retrouve bien le vecteur AB. Et donc voilà ce qui va vraiment nous intéresser avec les vecteurs au sein d'un repère. Donc voilà un peu pour cette introduction au vecteur. On ira plus loin ensuite en s'intéressant à certaines propriétés et aussi en allant un peu plus loin sur tout ce qu'on peut faire avec les vecteurs. Mais en tout cas, voilà pour cette intro.